On va pas perdre de temps dans les détails, on va directement sur le site de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, Savoie. Titre de la section « Éducation à la sexualité par cycle ». Je vais uniquement m'intéresser au cycle 1, grande section, qui correspond à des enfants de 5 à 6 ans. Le corps. Identifier les ressemblances et les différences entre le corps des garçons et celui des filles. Nommer les parties du corps et notamment les OGE, organes génitaux extérieurs. Découvrir les 5 sens et le plaisir qu'ils suscitent. Alors déjà, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les 5 sens ne suscitent pas forcément que du plaisir. Puis il y a autre chose qui me gêne vraiment, c'est que je lis ça après avoir lu au-dessus, nommer les parties du corps et notamment les OGE, organes génitaux extérieurs. Bon, moi franchement, si j'avais pondu un texte comme ça, en le relisant, je me dirais ah ouais putain, ça pique un peu quand même, surtout avec les affaires de pédophilie qui sont sorties là. Bon, je vais quand même le reformuler. Puis en fait, on s'aperçoit que ce texte, il existe depuis plus de 3 ans. Imaginez un instant un instit qui aurait, disons, une tendance un peu trop marquée à aimer les enfants. Et là, il lit le texte. Ah mais putain, c'est la fête du slip, c'est open bar. Là, on passe à la prévention des violences sexuelles. Repérer et exprimer les émotions et les ressentis désagréables et agréables. Ah bon, il y a des ressentis agréables dans les violences sexuelles? Identifier des personnes ressources. Des personnes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amorcer la réflexion autour des situations où l'on peut devenir auteur de situations désagréables. Alors là, le mec, il va demander aux enfants quand est-ce qu'ils ont été l'auteur de situations désagréables pour parler de prévention des violences sexuelles. Alors là, je suis un peu paumé quand même. Ce que doit surtout apprendre le gamin, à mon avis, c'est que, à part le médecin pour l'ausculter et éventuellement ses parents pour le nettoyer, personne n'a le droit de lui toucher la zigounette, quoi. Vous voyez ça dans le texte, vous? Bah non, moi non plus. Alors tout ça est d'autant plus troublant que Najat Vallaud-Belkacem déclarait fin janvier 2014, donc en parallèle de la publication de ce texte, que la sexualité n'était pas évoquée en école maternelle. Je le redis ici pour tous les parents qui nous écoutent, on ne parle aucunement de sexualité à des enfants de primaire. On leur parle de ce que les filles et les garçons doivent pouvoir ambitionner d'être à égalité plus tard dans les rêves qu'ils font, dans les ambitions professionnelles. Ok, vous allez me dire, putain t'es lourd là, arrête tes vidéos de merde, t'es un gros parano, c'est n'importe quoi. D'accord. Mais lisez quand même un petit texte que j'ai écrit il y a quelques années, titré « Présumé innocent, l'art contemporain et l'enfance ». Je vous ai mis le lien dans la description. Je vais vous en lire quelques extraits. Donc là, par exemple, je cite un article paru dans le journal Libération en mai 1977, donc sous la direction de Serge July à l'époque, qui ouvrait de larges tribunes à des pédophiles notoires. Un nouveau groupe vient de naître, le FLIP, Front de libération des pédophiles, dont vous pourrez lire ci-dessous la plateforme constitutive. Qui sont-ils? Pour l'essentiel des lecteurs de Libération qui, à la suite d'une lettre ouverte aux pédophiles dans notre édition du 9/2/77, nous firent parvenir un courrier abondant. Il faut savoir qu'à l'époque, une partie de la gauche et de l'extrême gauche utilisait la pédophilie comme une arme pour, je cite, combattre l'oppression de la bourgeoisie. Alors bien évidemment, je suis obligé de vous passer la séquence avec Cohn-Bendit sur le plateau d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, en 1982. Il faut savoir que cette séquence n'existe plus sur le site de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, disons qu'il s'est auto-censuré. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Bon, de là à dire que les héritiers de l'époque, Serge July, Cohn-Bendit, sont derrière les textes de l'éducation nationale, évidemment je ne peux pas le prouver, mais quand même c'est assez troublant, et il faut vraiment se rappeler que les pédophiles sont toujours sur la brèche pour tenter de faire ressortir leur idéologie. Donc, méfiance tout de même. Voilà, je vous embrasse très fort, mais... Vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques notamment, du plus grand nombre, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là?
En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve, en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres. 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif. Oui, c'est ça. on nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit. Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Donc si on n'a pas envie de prévenir les parents, on peut ne pas le faire. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à 2 trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général. La situation est-elle identique à tout l'enseignement public? La réponse est oui, car les programmes sont obligatoires et imposés. Libre choix aux professeurs pour certains livres, certes, mais le tronc commun est exactement le même pour tout le monde. Il faut enseigner tous les aspects de la sexualité, ce, dès le plus jeune âge. Voilà donc ce qui a été étudié dans un collège, dit-on, réputé de Rennes. Voilà ce qui a été étudié à Saint-Vincent. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question, qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde? N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier? Tiffaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Qu'est-ce qui vous a choqué très vite à la lecture de ce livre? Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme ne lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choqué de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça, parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait, parce que normalement c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie, et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi. Donc, Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont clairement choquantes. Oui, de ce que j'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave, donc heureusement que j'ai pas lu tout ça. Mais oui, donc c'est vraiment très choquant après. Donc, le livre vous a été présenté par le professeur en question, sans dire ce qu'il y avait dedans. Non. Et il n'y a eu aucune présentation de fait. Non, du coup. On vous a imposé la lecture de ce livre? Oui, c'était à lire dans le cadre russe, qu'il devait y avoir un DS après dessus pour vérifier si on l'avait bien lu. Donc du coup, il n'y a pas eu ce DS vu qu'on a réussi à faire retirer le livre. Mais le professeur en a parlé en disant que certains parents ne voulaient pas que le livre soit étudié, en disant que c'était les parents eux-mêmes qui faisaient de la pornographie en envoyant des extraits choquants, comme il a dit, pour que les gens voient. Et il a comparé ça à une œuvre d'art, que c'était comme si on prenait une œuvre d'art où il y avait une personne nue, qu'on découpait juste le personnage nu et qu'on le distribuait dans la rue comme ça. Et donc il a comparé les extraits du livre à ça. Les scènes de viol notamment étaient comparées à une œuvre d'art. Oui, voilà, parce que mes parents avaient sélectionné les passages les plus choquants et avaient demandé l'avis à leurs amis pour voir s'ils trouvaient ça choquant eux aussi. Et maman, on avait lu aussi une partie au directeur, qui d'ailleurs n'avait pas supporté la lecture du passage et avait demandé à ma maman de s'arrêter de lire le passage tellement il trouvait ça insupportable à écouter. Un directeur d'école catholique qui trouve cela insupportable à entendre
mais qui laisse ce genre d'immondice entre les mains des élèves dont il a la charge. Comment est-ce possible? Quand on est une jeune fille, Tiffaine, de 15 ans, en classe de seconde à ce moment-là, et qu'on assiste à un professeur qui retourne complètement la situation à son avantage, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est? Très mal. J'ai très mal vécu parce que c'était le professeur la victime, l'établissement la victime et pas du tout moi. L'établissement et le professeur étaient la victime? Oui, le directeur défendait complètement le professeur. C'était eux qu'on attaquait et pas moi. Donc quand une fois je suis arrivée en pleurant, juste après qu'il ait dit que mes parents faisaient de la pornographie, le soir je suis arrivée en pleurant dans le bureau du directeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Et là, il a complètement noyé le poisson en disant que c'était mon ressenti, que le professeur disait pas ça pour me blesser, que personne savait que c'était mes parents alors que tout le monde le savait. Et donc lui, il a pris la défense de son professeur alors qu'il avait en face de lui une jeune fille en larmes. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue. Enfin, je pensais qu'un directeur pouvait défendre son élève, mais apparemment non. Donc, En larmes, Tiffaine, parce que très choquée de ce que le professeur prenait à témoin les élèves de votre école, de votre classe, contre vos parents. Oui, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a été très dur à encaisser sur le coup. Ouais. Conséquence directe, durant des mois, Tiffaine sera victime de crises de larmes, de crises d'angoisse. Elle fera des cauchemars. Comment comprendre ces réactions de la jeune fille? Pour le savoir, nous avons interrogé Cécile Edel, elle est psychologue. Cécile Edel, nous avons interrogé une jeune fille qui a 18 ans aujourd'hui. Tiffaine nous dit, voilà, j'ai fait des crises d'angoisse, de l'insomnie, des crises de larmes. Ça, ce sont aussi des conséquences directes de... Oui, ça peut être une conséquence parce que vous savez, c'est comme un traumatisme. Donc, moi, j'ai eu un diplôme universitaire de stress post-traumatique. Alors, on va pas dire que ça va jusqu'à un stress post-traumatique comme il y a dans de grands événements bouleversants de la vie, mais c'est quand même, ce sont des images, ce sont des mots qui sont assez crus quand même. Il faut voir les manuels, il faut voir ce qu'on leur dit, qui font effraction. Finalement, nous on appelle ça en psychologie effraction dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire que c'est comme, j'ose dire, c'est comme un viol. Vous voyez, c'est un viol de l'esprit, c'est un viol de la conscience, parce qu'on peut parler de conscience aussi. C'est parce que ces questions-là sont normalement de l'ordre de l'intimité de la personne. Et les jeunes, les adolescents ont besoin, pour se construire, de garder une part intime. C'est très important. C'est un peu leur jardin secret, c'est un peu leur intimité. Alors quand des adultes, où normalement ils ont confiance dans l'adulte, c'est naturel, ils ont confiance dans l'adulte, à ce moment-là, se mettent à parler avec des mots crus, se mettent à leur montrer des images qui les traumatisent, qui les choquent, l'adolescent n'a plus confiance en l'adulte. Il se dit, cet adulte qui est normalement le rempart pour me protéger, eh bien, d'un seul coup, c'est lui qui va me soumettre à du stress, c'est lui qui va me soumettre à un traumatisme, c'est lui qui va me soumettre à des images qui sont violentes, donc je ne peux plus avoir confiance. Alors, ce qui se passe, c'est que certains adolescents n'ont plus confiance en l'adulte, vont perdre confiance en leurs parents, perdre confiance donc en tous les adultes. Alors, une des conséquences, c'est qu'à partir du moment où on traite le jeune comme un corps, tu n'es qu'un corps. C'est ça le message que lui envoient ses professeurs ou les intervenants extérieurs, c'est tu n'es qu'un corps. Et on te prend pour un corps. Donc déjà, il y a un manque de respect. Donc c'est comme ça qu'on voit des adolescents développer l'anorexie, développer des symptômes d'anorexie, même de boulimie, voire les deux, parce que les deux peuvent aller ensemble. Des troubles du comportement avec des conduites à risque. J'ai fini par aller voir un psychologue. Au début, je voulais pas du tout. J'aurais jamais pensé aller chez un psychologue. Le médecin m'a prescrit pendant 1 mois et demi des somnifères pour que je récupère un peu. Aujourd'hui, ça va mieux, mais même quand parfois ça m'arrive encore de faire des cauchemars sur ça, alors que ça fait quand même. Aujourd'hui encore. Oui. 3 ans après. Ouais. Autre établissement catholique sous contrat. Cette fois, cela se passe dans une petite ville au sud-est de Paris, dans le Val-de-Marne. Ici même, 1300 élèves, de la maternelle à la terminale.
Ce que l'on a appris est édifiant. Il serait trop long de raconter tout ce qui s'est passé. Récemment, une jeune professeure a démissionné sous la pression de ses collègues parce qu'elle avait fait retirer un livre pornographique, Le Monde à l'envers. Parce qu'elle est écœurée de ce dont elle a été témoin dans cette école où, il faut le savoir, au milieu d'une 50aine de professeurs résident 8 religieuses. Guillemette Couturier, professeure d'anglais, a décidé de briser le silence et de témoigner devant notre caméra. Ça fait 8 ans que je dis rien, que je rentre dans la salle des professeurs, que je ressors en ayant le sang qui bout, en tremblant comme une feuille quand j'entends des professeurs râler parce que les parents ont râlé contre le livre. Comment est-ce qu'on fait, madame, pour évoluer dans un établissement scolaire dont on sait qu'il est de plus en plus gangréné par au minimum une manipulation intellectuelle de la jeunesse, parce que c'est clairement le cas. Oui. Je fais ce que je peux vis-à-vis de la direction parfois. Je vais voir la directrice et j'essaie de lui parler de choses que je trouve aberrantes, honteuses ou affreuses même, carrément affreuses. Sinon, eh bien, on s'épanouit ailleurs. Donc maintenant, j'enseigne dans un autre collège, hors contrat, où je me sens enfin dans mon élément. Donc je me ressource là-bas. Et ensuite, je viens faire mes cours dans un établissement sous contrat, où je fais mes cours avec mes élèves. J'aime mon métier, j'aime mes élèves, ça se passe très bien. Mais voilà, je fuis la salle des profs. Et pourtant, parmi la 50aine de professeurs, peut-être 30 ont quand même l'esprit bien tourné. Je pense que plus de la majorité a l'esprit bien tourné, mais n'ose rien dire. En fait, c'est la majorité silencieuse. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des idées vraiment tordues, mais c'est ce qu'on entend, malheureusement. Et c'est eux qui gangrènent l'esprit, parce qu'à 5, 6, 7, eh ben, ils font passer des idées néfastes pour l'éducation des enfants et pour la construction de leur personnalité, ça c'est sûr. Et ils mettent une mauvaise ambiance aussi en salle de prof. Mais tous les autres ne réagissent pas. C'est juste quand on parle deux par deux qu'on s'aperçoit que l'autre aussi pense comme soi, mais n'ose pas le dire, on dit rien. On est 30 à se taire. La loi du silence est une minorité agissante. Comment est-ce possible dans des établissements dits catholiques? Nous poursuivons notre enquête. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi et comment est-il possible qu'une minorité agissante gangrène à ce point l'enseignement catholique? Et qu'y a-t-il précisément au sommet de l'enseignement catholique de France? Nous avons rendez-vous à plus de 300 km de Paris. Le directeur d'une école catholique sous contrat accepte de nous parler. Pour des raisons faciles à comprendre, l'interview se réalise à visage caché. Vous êtes donc directeur d'un établissement scolaire, oui, d'enseignement catholique sous contrat. Lorsque nous avons pris contact avec vous au téléphone, vous nous avez dit très clairement l'appel est une mafia. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis qu'il y a dans l'organisation de l'association des parents d'élèves telle qu'elle est gérée actuellement une mainmise d'un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout l'intention de lâcher le pouvoir et qui sont à la solde à la fois du secrétariat général de l'enseignement catholique et du ministère de l'Éducation nationale. Un homme ou une femme, on peut être attiré par le sexe opposé en grandissant et on peut être attiré par quelqu'un de même sexe. Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'homosexuels qu'avant? Je ne crois pas. Simplement, ils osent davantage dire qu'ils sont homosexuels. On parle beaucoup plus de ces questions-là. Est-ce que les homosexuels, c'est des gens qui ont été déçus par les filles avant? Qu'ils ont été déçus par les filles? Non, ça n'a absolument rien à voir. Les homosexuels garçons ne sont pas attirés de façon amoureuse par les filles. Ils n'ont pas particulièrement envie de les embrasser. Alors cela dit, il y a des homosexuels qui ont été amoureux d'une fille quand ils étaient plus jeunes. Et puis en grandissant, ils se sont rendus compte que finalement, ils préféraient les garçons. Est-ce qu'on connaît les homosexuels parce qu'il faut des manières de filles? Certains oui, et d'autres non. Et donc la plupart de ceux qui n'ont pas des manières de filles, on a l'impression qu'ils ne sont pas homosexuels. Tu les croises dans la rue, tu te dis pas il est homosexuel. Tu te le dis simplement à propos de ceux qui sont efféminés, qui ont une voix un petit peu aiguë, qui s'amusent un petit peu avec ça aussi. Il y a plein d'homosexuels qui sont des grands mecs baraqués, tout poilus, et qui sont très masculins. Et parfois, les plus féminins sont hétérosexuels. C'est l'histoire de Guy
Guillaume et les garçons à table. Absolument. Est-ce que les filles qui sont au collège, qui sont garçons manqués, elles vont être homosexuelles ou est-ce qu'elles sont déjà? Ça n'a rien à voir. On peut être un garçon manqué et être totalement hétérosexuel, c'est-à-dire être une fille attirée par les garçons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de manières d'être une femme, il y a plein de manières d'être un homme, tout en étant hétérosexuel ou pas. Et d'ailleurs, il y a plein de femmes qui sont homosexuelles, lesbiennes, qui sont très féminines. Elles portent des talons, des jupes moulantes, etc. Pourquoi les adultes sont plus homophobes que les enfants? Parce qu'ils sont moins ouverts à la différence que les enfants, et aussi parce qu'ils ont des idées qui sont déjà arrêtées. Les enfants n'ont pas d'idées fixes sur les choses. Toi, tu vois, à 11 ans, tu ne sais pas forcément te prononcer sur un tas de choses, sur la façon dont le monde tourne, sur ce qui est bien, ce qui est pas bien de faire, etc. Les adultes, eux, ça fait longtemps qu'ils se sont fait une opinion, parfois une opinion définitive, à tort. Puis les adultes, ils ont parfois plus de mal aussi avec les gens différents. Ça leur fait peur. Qui sont tout petits, hein. C'est des enfants qui ont 6 ans, quoi. C'est pas des grands bonhommes de 18 ans qui pourraient lui mettre une claque dans la figure en lui disant « casse-toi, dégage ». C'est pas ça. On a affaire à des petits enfants qui sont extrêmement fragiles, innocents et qui ne peuvent être que les otages des adultes.